Merci beaucoup. Alors, à la différence de derniers exposés, il ne va pas s'agir justement des nouvelles pistes offertes par des analyses physico-chimiques sur d'anciens objets, comme dans le cas des bronzes antiques, ni même d'objets nouvellement étudiés qui apparaissent en quelque sorte dans le champ de nos études, comme les céramiques post-palétiennes qui n'avaient guère été regardées, ou les estampes dont nous a parlé Séverine. Il s'agit au contraire d'objets qui sont connus et étudiés depuis longtemps. Et la première réflexion qui s'impose, c'est que les outils que nous nous sommes donnés, dont nous sommes munis, sont absolument dépendants du début de leur collection et d'en avoir fait un objet historique. Il faut le dire d'emblée, les petits bronzes de la Renaissance italienne, on en fait des catalogues, j'en suis d'ailleurs le premier concerné, mais ce n'est pas un objet historique. C'est un objet historique en tant qu'objet de collection au XIXe siècle, où on a inventé le concept du petit bronze de la Renaissance, qu'on a réuni plaquettes, médailles, objets usuels, statuettes, etc. Si on cherche des traces de ces objets comme catégorie dans les textes du XVe siècle, on ne les trouvera pas. Donc ça, c'était déjà une chose très importante de comprendre qu'on a créé un objet historique à un moment où on a collecté ces objets qui correspond au moment où, dans la culture contemporaine, c'est-à-dire celle de la fin du XIXe siècle, le petit bronze moderne connaît une explosion sans précédent de la médaille, de la plaquette, de la statuette, des pendules et de tout ce que vous voulez pour décorer l'intérieur. Donc ça, c'est déjà un premier point. Devant cette masse d'objets nouvellement collectionnés, ils ne sont presque jamais signés, et quand ils sont signés, on ne sait pas qui c'est. On a une quantité de plaquettes qui portent le nom de Moderno, on ne sait pas qui c'est, ou qui portent des monogrammes qu'on n'a jamais identifiés malgré les combinaisons les plus astucieuses des lettres qui les composent. Donc, devant cette difficulté presque insurmontable, on s'est tourné vers la grande sculpture de la Renaissance italienne qui a servi comme de point de base, de comparaison pour rattacher ces petits bronzes sans histoire à ces monuments beaucoup plus importants, sans qu'évidemment on arrive à préciser le rapport historique entre ces objets. Est-ce qu'un bronze qui montre la connaissance ou l'influence de Donatello a à voir avec Donatello, ou même ses élèves, ou son atelier, ou quoi que ce soit avec lequel l'homme Donatello a eu directement affaire. Le véritable problème de ce que je vais résumer très brièvement dans cet exposé, c'est que les questions que nous voulons résoudre ne sont pas, évidemment, ne trouvent pas leur réponse dans les objets eux-mêmes, en particulier la question de l'autographie, dans la mesure où on s'adresse à des objets qui sont multiples, potentiellement par nature, étant produits en bronze, dans des conditions matérielles dont nous ignorons absolument tout. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est au mieux attribuer un modèle, mais décider qui a fait l'objet qui est l'objet de notre étude véritablement, c'est presque impossible à savoir, à moins de pouvoir identifier certains traits que l'on pourrait raccrocher avec sécurité à la production d'un tel atelier ou d'un autre, ce que pour le moment on n'a pas été en mesure de faire. Et donc le point de cette courte présentation, c'est plutôt de montrer comment l'attribution fondée sur des critères morphologiques a trouvé sa limite après 150 ans de cet exercice. Sa capacité heuristique a été épuisée pour la connaissance des bronzes de la Renaissance et il faut maintenant inventer autre chose pour progresser et sortir des impasses que nous avons nous-mêmes créées en persévérant, pour ne pas employer un autre mot, dans cette voie. Cette réflexion est basée donc sur l'étude de notre collection. Par exemple, comme l'a très bien remarqué Max Friedlander, qui a écrit un très bon livre sur le connoisseurship en 1942, dont je citerai quelques extraits, l'espoir qu'on puisse attribuer quelque chose repose implicitement sur la croyance qu'il existe un noyau dur sur lequel on peut se fonder pour créer ces cercles de l'artiste, ses collaborateurs, ses suiveurs, ses imitateurs, etc. Voilà ce qu'il en dit. Notre courage pour continuer à déterminer l'octorialité, que ce soit par intuition, par analyse et critères objectifs, procède de la croyance qu'une individualité créatrice possède un noyau inaltérable. Nous débutons par le postulat,
Nous débutons par le postulat que l'artiste, quel que soit ce qu'il éprouve, les stimuli qu'il reçoit, ses changements de résidence, reste au fond le même, et que ce quelque chose qui ne se perd jamais se révèle dans chacune de ses expressions. Cette croyance est souvent ébranlée par l'expérience, mais reste la boussole indispensable pour tout cheminement dans la critique stylistique. Je crois que personne ne peut récuser ces mots, puisque cette contradiction qui est au cœur du processus de l'attribution entre la permanence qui permet de créer les groupes et la versatilité qui permet d'expliquer les différences à l'intérieur de ces groupes semble un problème presque létal pour commencer. Alors je vous en montre un exemple, c'est le cas de Andrea Briosco, dit le frisé, Riccio, dont les œuvres certaines sont extrêmement rares et aucune ne sont des statuettes, mais des œuvres monumentales, le célèbre candélabre de la basilique Saint-Antoine à Padoue, ou les tombeaux, les reliefs du tombeau des Della Torre qui sont au Louvre. Et c'est à partir de comparaisons morphologiques, de type physique, de manière de représenter les cheveux, les mains, etc., qu'on lui a reconstitué ou constitué un corpus d'œuvres en petit, de statuettes, qui sont attribuées à Riccio, comme l'Orphée du Louvre ou le Cavalier de Londres. Personne ne va revenir aujourd'hui sur ces attributions qui ont produit, selon la formule que j'ai utilisée, leur potentiel heuristique, c'est-à-dire on a commencé à constituer ce groupe et ce groupe s'est consolidé et arrivé à un résultat qui est tout à fait convaincant aujourd'hui. Donc c'est une méthode qui fonctionne. Lorsqu'on dit attribuer, on pense à ce processus d'approche de ce noyau dur. Plus on s'éloigne du cœur, donc qui sont ce centre documenté, plus ces couches deviennent molles et poreuses, aux contours flous, attribués à, atelier, suiveur, imitateur, dans le style 2, qui finit dans une espèce de nébuleuse un peu difficile à cerner. Et je redonne la parole à Friedlander qui dit « En dépit de nombreuses déceptions, nous persévérons dans la recherche de ce qui est permanent et solide, et ce faisant, nous nous retrouvons souvent dans la situation de l'homme qui pèle un oignon et qui découvre à la fin qu'un oignon n'est fait que d'épluchures. » Et effectivement, je prendrai l'exemple de cet orfèvre milanais, très très bien connu par les sources, qui a reçu des commandes très très importantes, Caradosso Foppa, qui a été redécouvert en quelque sorte par les grands historiens archivistes de la fin du XIXe siècle et qui ont voulu évidemment retrouver des œuvres de ce Caradosso qui est cité par Vasari et d'autres. La seule chose qu'on sache de Caradosso, c'est qu'il a fait un encrier, peut-être pour Isabelle d'Este, qui est connu par une description du XVIe siècle, bien postérieure à l'artiste. Et cette description des sujets laisse penser que ces petites plaques qui sont des surmoulages assez laids seraient les surmoulages de ce célèbre encrier de Caradosso. Donc, vous voyez déjà la fragilité de ce que nous savons, et ça, déjà, c'est une base très très solide par rapport au reste. Par exemple, parmi les œuvres qu'on attribue à ce Caradosso se trouve un certain nombre de médailles, puisqu'on sait qu'il a fait des médailles, et que Vasari mentionne un certain nombre de personnages qui l'auraient portraituré, dont le grand architecte Bramante. Et comme on conserve une médaille de Bramante, évidemment, elle a été immédiatement attribuée à Caradosso, bien qu'on ne sache rien de son style, et que cette attribution maintenant d'ailleurs est écartée. Par analogie avec cette médaille de Bramante, on lui a attribué d'autres médailles, dont une médaille de Jules II, dont nous avons un exemplaire au Louvre, et nous expliquons par analogie entre les revers de ces deux médailles. Alors l'analogie consiste dans le fait que sur les deux médailles, on voit la représentation du projet de Bramante pour Saint-Pierre de Rome, ce qui est évidemment une analogie qui n'a rien à voir avec le style du sculpteur. Et c'est le problème de toutes ces comparaisons morphologiques qui ne concernent pas la manière de faire, mais le sujet qui est traité. Même quand nous ne sommes pas dans une configuration aussi négative, ce à quoi fait allusion Friedlander, c'est comment est-ce que nous sommes souvent déçus par cette méthode. Eh bien, c'est par exemple si nous allons aujourd'hui à une vente où on disperse le fond d'un atelier d'un artiste et on sera vraiment horrifié de voir la terrible diversité des choses qui sont sorties d'un même atelier ou d'une même personne qui, sans cette provenance ou sans la signature même, serait absolument inattribuable à la même entité créatrice.
d'un point de vue morphologique. Mais c'est aussi le cas dans le passé, et c'est assez emblématique que justement Adriano Fiorentino, qui est une figure absolument extraordinairement bien connu. C'est un fondeur de canon qui était aussi luthiste et poète, qui traverse l'Europe plusieurs fois de Naples à Dresde et qui a laissé des œuvres signées, donc avec une conscience de sa personnalité artistique très forte. Eh bien, quand on met ensemble les œuvres d'Adriano Fiorentino, il est très difficile de comprendre en quoi consiste cette personnalité artistique qui est pourtant très originale, puisqu'il réalise le premier buste en bronze de l'histoire de l'art germanique en faisant ce portrait de l'électeur de Saxe qu'il a signé. Et donc, finalement, on n'a jamais fait de monographie, par exemple, sur Adriano, peut-être parce que sa personnalité ne se laisse pas clairement définir par nos critères. Mon deuxième point sera une interrogation justement sur la question de ce que sont ces bronzes, donc qui sont potentiellement des multiples. Ce n'est pas toujours le cas, puisque beaucoup des bronzes du XVe sont connus en un seul exemplaire, et quand ils sont connus en plusieurs exemplaires, il y a fort à parier qu'ils aient été produits à Paris au XIXe siècle. Enfin, on en a beaucoup d'exemples. Mais en tout cas, c'est la mise en œuvre du bronze, qu'il soit unique ou multiple, demande une technicité, l'atelier d'un fondeur, et on ne sait pas si les sculpteurs étaient aussi fondeurs, s'ils travaillaient toujours avec le même fondeur ou pas. Quelle est la durée de cette chaîne entre la fabrication du modèle pour la fonte et la production du bronze lui-même. Par exemple, le prolifique atelier de Severo Calzetta, qui est un fondeur de Ravenne, qui a travaillé à Padoue. Je vous montre ici une de ses créations les plus diffusées, qui est un satyre à genoux sur lequel on peut visser différents accessoires pour faire des encriers ou d'autres objets de table. Et on n'a que 3 objets signés de ce Severo, dont un de ces satyres à genoux. Donc là, on est absolument certain que, pas cet exemplaire, mais le type lui revient. Et dans les collections royales, donc dans les collections de Louis XIV, nous avons ce bronze excessivement médiocre, qui est évidemment une sorte de copie du prototype de Severo, mais ni réalisé en Italie, ni au XVIe siècle. Donc, quelles sont les conditions de production de ces objets? Pourquoi les fait-on? Pour qui? Où et comment? Ce sont des questions sur lesquelles nous ne sommes pas assez interrogés, parce que nous sommes un peu à la manière d'un spécialiste de peinture ou de dessin, de comprendre quel était le statut de cet objet précis et non pas dans le contexte de la matérialité de sa production. Alors, un autre exemple sur ce cas, le miroir Martelli, donc, qui est ce célèbre objet qui est à Londres, supposé d'abord être un faux antique fait par Donatello, découvert comme tel au début du XIXe siècle, puis qui a été attribué à tout le monde, je crois, ou presque, dont Caradosso d'ailleurs, au XVIe siècle, un objet très compliqué, et dont il existe des versions isolées, des répétitions unifaces qui ne sont pas montées en miroir. En fait, par l'analyse des sources du département, je me suis rendu compte que notre version uniface n'était pas du tout du XVIe siècle, mais avait été faite par un certain Louis Richard à Paris, qui avait le moule d'un objet qui était dans la collection Portales, qui est perdu aujourd'hui. Donc il y a déjà un problème assez grave. Et si on regarde notre exemplaire, il a un défaut. Il y a dans un détail d'un diadème d'un des personnages qui est écrasé, et on retrouve ce même défaut donc d'un accident fait lors du moulage dans les autres exemplaires de cette Pater Martelli. Donc déjà, dans la discussion que nous avons de cet objet, nous pouvons nous concentrer sur l'exemplaire du Viennet en pensant que de toute façon, tous ces autres exemplaires n'ont rien à voir avec les conditions de production de l'original, qui restent uniques et ne sont qu'un effet des collectionneurs du XIXe siècle. Je l'ai dit en premier lieu, on a pensé qu'effectivement le rattachement à la grande sculpture permettait de trancher parfois ces questions, et on a imaginé un modèle un peu généalogique autour de Donatello, son atelier Padoue, ses disciples, etc., alors qu'aucune des œuvres en bronze conservées ne permettent de se rattacher directement à l'œuvre de Donatello. Et nous sommes devant le cas de l'expert qui doit se prononcer, comme le dit Friedlander. L'expert apparaît au profane comme un magicien, un faiseur de miracles.
Il est enclin à s'exprimer par des tours rhétoriques. J'en mettrai ma main au feu et il faut être aveugle pour ne pas voir ça. Et en fait, on rentre dans un système d'autorité successive qui fonctionne un peu sur le modèle de la théologie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître le sujet dont on s'occupe, mais on peut s'appuyer sur les jugements et les opinions prononcées par les uns et les autres, ce que Baxendale appelait le connaisseurship transcendantal. C'est-à-dire, c'est lui parce que c'est moi qui le dis et la discussion s'arrête là. Donc pour conclure, je dirais simplement que nous avons choisi de sortir de ce cercle de raisonnement en essayant d'appliquer juste au contraire les méthodes de ce qu'est l'histoire culturelle, c'est-à-dire un ensemble complexe de sources et de méthodes qui englobe non seulement les archives, les objets dans leur matérialité, le matériau, les conditions de leur fabrication, de leur usage, de leur coût, leur fortune et surtout la manière aussi dont ils nous sont parvenus, en sachant que par un processus complexe, comme l'a défini Karl Ginzburg, l'œil se nourrit de cette connaissance et inversement, cette mémoire visuelle éclaire les sources. Et je finirai par ce mot de Karl Justi, donc un des maîtres de Warburg, qui a dit « L'érudition ne devrait être que la redécouverte du point de vue suivant lequel l'œuvre a été faite dans le passé ». Merci.